Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est membre de la diaspora togolaise en France, ancien président de Synergie Togo. Désormais, elle poursuit son combat pour la défense des droits humains et de la démocratie au sein de la plateforme Tournons la page du collectif Togo Debout. Brigitte Ameganvi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Compte tenu du format de cette émission, nous n'aurons pas le temps de parler de vous, de votre parcours. Je remarque tout simplement que dans la famille Ameganvi, la politique est comme une seconde nature. Vous savez de quoi je parle? Oui, tout à fait. C'est à cause de l'engagement de certains de mes frères et sœurs également dans cette lutte, mais c'est une famille où nous avons été élevés, éduqués à ne pas admettre l'injustice. C'est réellement le moteur de notre engagement dans cette lutte depuis 28 ans pour ce qui me concerne, depuis bien plus longtemps pour ce qui concerne mon frère. Les réunions familiales doivent être gaies dans votre famille, non? Ça fait donc, je le disais, 25 ans que vous 27, êtes... 28 ans, bientôt 28. Et que vous êtes dans le monde associatif, dans la société civile, que vous vous battez pour les droits de l'homme, la démocratie, l'instauration de la démocratie. Pas seulement d'ailleurs au Togo, vous avez toujours fait partie des organisations qui défendaient les droits humains. Est-ce que vous pouvez d'abord présenter Synergie que vous avez présidée il y a quelques années? Voilà, Synergie Togo a été créée au sein de la diaspora togolaise en France en 2008 avec pour mission donc de faire en sorte que la diaspora togolaise exerce son devoir de solidarité vis-à-vis de la population togolaise, donc rester au pays. Et très rapidement, nous nous sommes rendus compte que la mauvaise gouvernance s'expliquait essentiellement par le fait que les électeurs, la vérité des urnes n'existait pas au Togo et que donc les citoyens ne pouvaient pas exercer pleinement leur devoir de sanction, positive ou négative, vis-à-vis des dirigeants. Et dans ces conditions-là, à la suite de ce constat, nous nous sommes dit qu'il nous fallait travailler à faire en sorte que les élections soient libres, transparentes et démocratiques au Togo. Et donc, nous avons élaboré un cycle de conférences en listant, en faisant un cahier des charges de toutes les réformes qu'il fallait faire pour que les élections soient transparentes. Ça, c'est un travail que nous avons mené avant les élections de 2010 et nous avons eu d'ailleurs au cours de ce cycle de 3 conférences dont les 2 dernières se sont déroulées à l'Assemblée nationale pour la dernière conférence qui était sur la vraie restitution des résultats. Nous avons eu donc les 3 principaux groupes parlementaires à l'Assemblée nationale qui sont venus à Paris au Sénat. Et tout le monde est reparti avec une promesse, la main sur le cœur, que les élections seront... De réformer, etc. Et on n'a jamais rien vu venir. Voilà. Synergie Togo fait partie de plusieurs plateformes. Tournons la page, je l'ai dit tout à l'heure, et principalement de ce collectif Togo Debout. Et donc, je voudrais que vous présentiez maintenant Togo Debout pour que nos téléspectateurs comprennent d'où vous parlez, en fait. Voilà. Togo Debout donc, est un collectif informel que nous avons créé en Europe dès les lendemains des manifestations du 19 août, donc qui ont relancé les revendications démocratiques au Togo. Et donc, nous l'avons créé très rapidement en rassemblant un certain nombre d'organisations de la société civile, mais aussi des représentants des partis membres du C14, avec lesquels nous avions eu l'habitude de travailler depuis quelques années, pour nous dire qu'il fallait que nous soutenions fortement la lutte qui était en train de s'organiser sur le terrain, d'autant plus que nous savons que le volet diplomatique, c'est-à-dire le plaidoyer, est un élément important de cette lutte-là, puisqu'on sait que le régime en place dépense énormément d'argent pour soigner son image à l'étranger, à la limite
ce qui se passe à l'intérieur du pays à partir du moment où il peut contenir la répression dans les limites du territoire national, ça ne l'embarrasse pas. Donc nous avons démarré en Europe d'abord, avec la France, un pôle important également de la diaspora est en Allemagne, donc l'Europe, et très rapidement, nos compatriotes des États-Unis et du Canada ont fait appel à nous et nous avons échangé la plateforme, élaboré une plateforme commune qui était la plateforme de la lutte sur le terrain, c'est-à-dire le retour à la Constitution de 92, avec toutes ses conséquences, à la Constitution originelle de 92. Avec toutes ses conséquences. Avec toutes ses conséquences et le droit de vote de la diaspora. Togo Debout, on va dire, c'est un rassemblement aussi bien d'associations de sociétés civiles et de partis politiques. En Europe. En Europe. Oui, en Europe dans en cet particulier. attelage, qui dirige? Dans cet attelage, il n'y a pas de direction. D'ailleurs, nous n'avons jamais publié de bureau avec des chefs, des sous-chefs, etc., ce qui étonne beaucoup de gens, parce que notre raison d'être, c'est qu'il y a un travail à faire. Donc, nous sommes organisés en task force. Donc, les uns s'occupent des manifestations de rue avec un service logistique très bien structuré. D'autres s'occupent de la collecte de fonds, puisque nous avons effectivement collecté des fonds pour venir en aide, pour aider à soigner les nombreux blessés qui sont les victimes de la répression. Et il y a une task force également qui s'occupe des plaidoyers, c'est-à-dire de la rédaction des documents, que ce soit pour les manifestations ou pour les rencontres que nous avons avec les décideurs de ce monde. Oui, si je me permets de vous poser cette question pour savoir qui dirige dans cet attelage, c'est que quand on fait la monographie de la société civile au Togo, il y a quelque chose qui est frappant par rapport à vos homologues de la sous-région. On a l'impression que la société civile togolaise dépend énormément encore du monde politique. Comment vous l'expliquez? Alors, j'aurais une explication un peu à l'envers. Oui. Parce que la société civile togolaise se bat contre une dictature féroce, qui estime qu'elle a le monopole de l'exercice de tous les pouvoirs entre les mains d'une famille. Et donc, il y a une négation fondamentale du droit du citoyen. Oui. Et à partir du moment où vous parlez d'état de droit au Togo, le régime en place estime que vous êtes, 1, partisan, 2, vous êtes opposant. Or, l'état de droit, c'est quelque chose qui concerne tous les citoyens. C'est un gros mot pour le régime quand on dit état de droit. Voilà. C'est la raison pour laquelle on vous dit « Ah, la société civile togolaise est politisée ». Parce que la société civile togolaise, comme toutes les sociétés civiles africaines, parle d'état de droit, de bonne gouvernance. Et là aussi, c'est un crime de lèse-majesté. Et la société civile parle également de transparence des élections, d'alternance au pouvoir, qui est une conséquence. Non, si on avait des élections transparente, libre et transparente. On ne parlerait pas d'alternance et de limitation des mandats avec autant d'acuité. Mais c'est simplement parce qu'on est arrivé au constat que, et les chefs d'État africains eux-mêmes admettent qu'ils n'organisent pas des élections pour les perdre. Donc à partir de ce moment-là, le seul moyen d'accéder à l'alternance en Afrique francophone, c'est une limitation des mandats à respecter. Et vous n'avez pas répondu à ma question. Je craignais, je demandais comment faire pour que cette société civile, malgré tout, s'émancipe de la tutelle politique. Elle n'est pas sous tutelle politique. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Et moi, je fais semblant de ne pas vous comprendre. Voilà. Elle n'est pas sous tutelle politique. C'est la dictature en place qui estime que tout ce qui conteste sa suprématie ou sa vision des choses, est un opposant ou est politisé parce qu'ils estiment qu'ils ont le monopole de la chose politique. Or, la chose politique, qu'est-ce que c'est la définition de la politique? C'est les affaires de la cité. Donc, ça concerne tous les citoyens. Donc, tous les citoyens sont en droit d'exercer des revendications politique. Le 15 juin dernier, pardonnez-moi, on va avancer, le 15 juin dernier, il y a eu un forum. Comment ça s'appelle? Le forum des forces vives de la nation. Voilà. Et est-ce que d'abord Togo Debout y a participé? Togo Debout a été invité. Oui. Nous avons décidé de ne pas y participer. Bon, d'abord, nous ne pouvions pas.
physiquement y participer parce que les délais étaient courts. Oui. Et compte tenu d'un certain nombre de choses, c'est vrai que nous n'avons pas souhaité être présents sur le terrain, mais nous avons envoyé une contribution avec notre analyse de la situation et notre vision de la sortie de crise. C'était quoi l'objectif de ce forum? L'objectif, c'était de sortir avec une solution de sortie de crise de la société civile et de faire un plaidoyer à partir de cette solution de sortie de crise auprès des différents États qui vont se pencher sur le sort du Togo, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et puis l'Union européenne. Quand vous avez vu les conclusions des assises? Pas encore. Les échos que vous en avez? C'est vrai que nous avons écouté certaines communications et nous disons que si effectivement il faut réussir à trouver un consensus qui exprime des points de vue aussi opposés, on y sera encore dans 30 ans. La question que je me posais en préparant notre rencontre, c'est que je me disais combien de forums, combien de dialogues, combien de conférences faudrait-il pour que le Togo sorte finalement de cette longue crise? Oui. Alors, cette crise, elle est institutionnalisée en quelque sorte. Parce que le régime Gnassingbé est un système qui a été installé depuis le coup d'État de 1963 qui a vu l'assassinat du premier président du père de l'indépendance. Et ce système s'est installé au fil des années en reposant sur une armée taillée sur mesure, tribale, pléthorique, qui n'a qu'une mission essentielle, c'est de garantir la conservation du pouvoir entre les mains de la famille Gnassingbé. Ce système repose également sur la mainmise sur toutes les institutions de la République. Oui. Elle repose sur la mainmise sur toutes les ressources financières du pays. Le chef de l'État lui-même l'a dit, c'est une minorité qui s'accapare de toutes les richesses du pays au détriment de la grande majorité qui croupit dans la misère. Oui. Et en fait, pour que l'armée puisse garantir la survie du régime, l'impunité est garantie à cette armée-là également. Donc, tant qu'on sera dans ce triptyque de suprématie de l'armée, même mise sur toutes les institutions, même mise sur toutes les ressources financières, on n'en sortira pas. D'où l'idée de dire, pour mettre fin à ce système, il faut ce système dynastique, il faut que Faure Gnassingbé s'en aille, il faut, en guise de bonne foi de sa part, qu'il accepte effectivement, puisque la justice togolaise n'existe plus, elle est totalement sous tutelle, et c'est elle-même qui est utilisée de temps en temps pour se débarrasser de certains adversaires gênants, en leur collant des faux procès, des falsifications de preuves, des subornations de témoins pour les impliquer dans des affaires de droit commun, alors que voilà, ça c'est le rôle de répression qui est joué par la justice. Il faut une réforme en profondeur de cette justice. Il faut une réforme de la Cour constitutionnelle qui a effectivement, par la révision constitutionnelle qui a eu lieu en 2002, obtenu des pouvoirs supplémentaires, mais avec un mode de nomination, de désignation qui est totalement biaisé. C'est-à-dire que le président de la Cour est nommé par le chef de l'État. Dans la constitution originelle, il y avait 7 juges les plus de haut rang. Et ça a été remplacé par des nominations où, au bout du compte, on peut se contenter d'avoir 3 juristes. On ne qualifie pas leur niveau en matière de la chose judiciaire. Et le président était élu par ses pairs, donc forcément une élection qui se fait en faisant confiance à la personne la plus fiable et la plus en même de défendre l'indépendance et l'honneur de l'institution. Aujourd'hui, la personne est désignée par le chef de l'État, alors que cette Cour constitutionnelle, de par cette réforme de 2002, a hérité d'une fonction supplémentaire, celle d'être en plus de celle d'être garant de la Constitution, celle d'être le garant
de tous les scrutins, les élections qui se déroulent. D'où sa dernière sortie. Voilà. J'ai entendu cette Cour constitutionnelle presque menacer le gouvernement en disant « Vous êtes en train d'être hors délai dans l'organisation ou la mise en place de l'organisation des prochaines législatives. » Et là, je suis tombé sur un communiqué de Togo Debout, et Vent Debout, il n'y a pas d'autre mot, qui s'insurgeait contre ça. Qu'est-ce que vous avez contre l'organisation d'une élection ? Non, nous n'avons rien contre l'organisation d'une élection, sauf que nous aurions préféré que le président de la Cour constitutionnelle cite l'article, n'oublie pas l'article 52 qui précise que les organisations, les instances élues, les institutions élues et leurs membres restent en fonction jusqu'à l'élection de leur successeur. Donc, l'Assemblée nationale peut rester en fonction jusqu'à ce que la nouvelle Assemblée soit élue. Deuxième chose, il sait très bien qu'il y a un contentieux. Et dans ce contentieux, qui est justement l'objet du dialogue, que le chef de l'État, qui lui a donné l'ordre, dont il a répété en fait l'injonction... Vous ne pouvez pas dire ça, vous n'étiez pas là non plus. Parce que le chef de l'État avait dit à peu près la même chose dans son discours du 27 avril. Donc c'est comme par hasard. Il disait qu'il tiendrait les délais, histoire de vous dire, moi je suis un démocrate, j'organiserai les législatives, en fait pour ne pas caricaturer votre position, pour que les téléspectateurs comprennent, vous avez une position qui est claire. Vous dites, nous sommes en train de discuter pour sortir d'une crise. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire que vous allez lancer un calendrier électoral alors qu'on n'a même pas résolu un certain nombre de problèmes, y compris le fichier électoral. Absolument. Et le fichier électoral est l'un des points principaux de cette crise. La composition de la Cour constitutionnelle est également l'un des points principaux du litige. Donc il y a toute une série de choses qui font partie des choses qui sont des problèmes qui sont en discussion avec l'aide de facilitateurs qui n'ont rien demandé. On est allé les chercher. Donc, autant leur laisser le temps de faire leur travail correctement. 3-4 ans sans élection? Non, il ne s'agit pas de 3-4 ans. Mais ce dialogue devait durer 10 jours au départ. Et le fait qu'il ait traîné depuis 3-4 mois maintenant, ça fait aussi partie des tactiques du régime, du système RPT. En fait, qui ne veut pas régler le problème, c'est ça? Systématiquement, que ça soit en 98 pour les élections législatives, 19 pour les élections législatives, en 2007, etc., systématiquement, ils fraudent une élection, ça déclenche un conflit, ils enclenchent un dialogue, et pendant qu'ils vous tournent en bourrique dans le dialogue, ils avancent. Ils organisent des élections à la va-vite. C'est la tactique systématique. En 2013, les précédentes élections législatives, qui devaient d'ailleurs avoir lieu en 2012. Donc, ça n'a pas gêné à l'époque qu'on ne respecte pas le calendrier, puisque la précédente avait été élue en 2007. Leur mandat se terminait en 2012 et les élections législatives ont eu lieu en juillet 2013. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, en janvier 2013, le pouvoir a traîné. Janvier 2013, incendie de marché qu'on a mis sur le dos de l'opposition, de l'ANC à l'époque. Donc, un certain nombre de candidats potentiels se sont retrouvés en prison. Un certain nombre d'entre eux ont été mis sous contrôle judiciaire. Le temps de régler cette affaire-là, etc. Et de parlementer, on s'est retrouvés à juillet. Voilà, on s'est retrouvés en juillet et on a fait un dialogue pour faire une sorte de grâce présidentielle qui ne disait pas son nom, pour autoriser les gens qui sont sortis de prison 2 semaines après à aller à des élections législatives. Brigitte Ameganvi, on va conclure cet entretien par 2 questions. La première, d'abord, c'est de me dire, au fond, est-ce qu'il y a encore moyen aujourd'hui au Togo pour sortir de la crise? Oui, forcément. On doit sortir de cette crise. Et moi, je dirais que la CEDEAO et l'Union africaine ont la clé du problème togolais. Parce qu'en 2005, c'est eux qui ont imposé Faure Gnassingbé, qui avait fait un coup d'État. On lui a dit retirez-vous, annulez les modifications constitutionnelles. C'est pas bien ce que vous avez fait, c'est inacceptable. Mais vous allez pouvoir revenir par des élections, par la grande porte et par des élections. Tout le monde savait que ces élections étaient truquées, mais
On a expliqué à l'opposition que, oui, bon, le fils, il a fait des études, il n'est pas le père. D'ailleurs, à lui tout seul, il est l'unité nationale. Sa mère est du Sud, son père est du Nord. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où ce que la CEDEAO nous a vendu, c'était... La situation est pire que ce qu'elle était en 2015. Donc, bon, moi, je ne sais pas ce que Faure Gnassingbé leur avait raconté à l'époque pour qu'ils l'adoubent à ce point, mais aujourd'hui, je crois qu'ils sont un certain nombre à se rendre compte qu'ils ont été roulés. Voilà, roulés dans la farine. Donc, qu'ils le reprennent, et c'est à eux de régler le problème maintenant. Ils lui ont fait confiance, ils lui ont demandé de faire ses preuves. Oui. Il a montré très clairement que le système Gnassingbé n'est pas réformable. Donc, la seule solution, c'est qu'il s'en aille, qu'on mette fin à ce système. J'ai reçu un homme politique que vous connaissez sans doute sur ce même plateau dans cette émission il y a quelque temps maintenant à propos de cette crise qui s'appelle Alberto Olympio. Et à l'époque, quand je lui posais la question de savoir quelle était la formule pour pouvoir sortir, et évidemment la solution pour sortir, il m'avait dit démission, transition, élection. Vous dites quoi? Oui, c'est pareil. Démission, transition, simplement transition sans Faure Gnassingbé et élection transparente après des réformes approfondies, un fichier électoral digne de ce nom, une cour constitutionnelle revue suivant la formule originelle de 92 avec des gens sérieux, une cour constitutionnelle également dotée des moyens qui lui permettraient de vérifier véritablement les résultats qui lui sont fournis par la CENI. Oui. Ça, c'est aussi un problème actuel. Voilà. Donc, nous sommes tous d'accord. Retour à la Constitution de 92, démission du chef de l'État, donc consécutivement, élection transparente, transition pour préparer les élections. Et d'ailleurs, il y a des élections locales qui sont à préparer, qui n'ont pas eu lieu au Togo depuis 1984. Les dernières élections locales. Et donc, il faut effectivement des élections locales qui soient faites dans un autre point de vue et dans une autre optique que ce que le gouvernement en place est en train de concocter, que ce soit véritablement des élections locales qui mettent en place des institutions qui puissent permettre une démocratie et un développement à la base. Brigitte Améganvi, merci. C'est moi qui vous remercie. Ex-présidente de Synergie Togo, membre de la plateforme Tournons la page et du collectif Togo Debout, des organisations qui mènent évidemment la fronde au Togo et à l'étranger contre le régime de Faure Gnassingbé. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous. Nous n'avons pas parlé de la société civile panafricaine, mais ce sera pour une autre fois. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.